Bon, et bien c'est l'heure, on va commencer. Merci à vous d'être là, plutôt que de manger. Voilà. Donc le sujet, une semaine dans le show de testeur agile. Évidemment, on remercie tous les sponsors, sans qui cet événement n'existerait pas. Alors donc du coup, une semaine dans le testeur agile, de quoi on parle? On va commencer peut-être par définir un peu c'est quoi ce testeur agile qui est donc dans le titre. Une manière d'y répondre, ça peut être de se dire, regardons ce qu'en pense LinkedIn. Ouvrons LinkedIn, faisons une petite recherche testeur agile. J'entends les bruits, je m'en sens, c'est à moi qu'on s'adresse. Donc qu'est-ce que ça va nous remonter? Ça nous remonte par exemple, voilà, testeur fonctionnel, recette e-commerce, Scrum Master, testeur agile expérimenté, testeur QA. Bon, pour la petite histoire, Scrum Master, c'est un sujet, c'est un résultat de recherche qui est promu. C'est de la publicité, il peut y avoir testeur et agile dans la description. Donc merci les algorithmes qui sont très performants. Je vous propose qu'on en regarde quelques-uns pour voir un peu à quoi ça ressemble et finalement, est-ce que ça correspond à la vision que je vais vous donner de testeur agile. Donc on va regarder celle-là, voilà, testeur agile expérimenté, agile en majuscule. Alors je pense que je vais lire avant de souligner, si ça se voit quand même. Alors, concevoir les tests à réaliser pour chaque user story. Bon, le côté pour chaque user story me fait penser à ce qu'il y a un lien avec le travail du product owner. Analyser, prioriser avec le product owner les user stories par les risques produits projet. Bon. Réaliser manuellement les tests pour chaque user story. Ça porte un nom, c'est le métier de recetteur. Concevoir, réaliser les tests de nos régressions manuelles, c'est le métier de testeur-recetteur. Vérifier la bonne correction des bugs de l'itération en cours en synergie avec l'équipe agile. Voilà. Donc, le métier de trouver les bugs et d'ensuite d'aller ennuyer les développeurs jusqu'à ce que ça soit corrigé, ça fait partie de la fiche de poste classique du testeur-recetteur. Ensuite, nous avons participé aux cérémonies, sprint planning, daily scrum, sprint review rétrospective. Du coup, pourquoi on cite les 4 événements de Scrum plutôt que de dire participer à Scrum? Donc ça veut bien dire qu'on ne fait pas vraiment partie de l'équipe, puisqu'on explicite. Et enfin, être force de proposition pour l'amélioration continue du processus de test. Parce qu'on ne va quand même pas nous demander notre avis sur le reste. Donc finalement, quand je vois ça, je me dis, ok, donc en fait, c'est agile en majuscule, et puis en fait, ça commençait par sous la direction du product owner. Est-ce que vraiment c'est ça être agile? Ça ne correspond pas en tout cas à ma définition. Donc pour moi, cette annonce-là, c'est une mauvaise pioche. Ce n'est pas un testeur agile expérimenté. On va regarder un autre. Soit tout en majuscule, testeur en mode agile. Bon, concrètement, on va passer vite. On a les 2 tiers, c'est exactement la même fiche de poste que la précédente. Et en plus, ça nous parle de concevoir l'automatisation des tests, mettre en place l'automatisation des tests et nos régressions automatisées. Donc voilà, l'aspect automatisation est important. Et puis il nous reste un truc un peu bizarre. Installer les versions applicatives sur les environnements de test de l'équipe via l'outil de déploiement automatique. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est-à-dire qu'on a un peu l'assistant de l'équipe à cliquer sur les outils? Est-ce qu'on est le DevOps de l'équipe? Bon. Concrètement, c'est exactement la même histoire que celui d'avant, sauf qu'il faut savoir automatiser, sinon t'es vu. Ensuite, nous avons le testeur automaticien. On va aller très vite, en fait, c'est juste automaticien, cette fiche de poste. Il y a quand même une ligne qui est développée. Bon. Et puis un dernier, testeur QA. Alors là, ça nous parle de software craftsmanship. Alors, software craftsmanship, si vous ne connaissez pas, c'est un mouvement qui vise à ramener du professionnalisme dans le métier de développeur, et en particulier donc un niveau d'exigence très élevé sur comment on construit les logiciels. La qualité est au cœur. Déjà, on voit ça, on se dit, c'est peut-être pas mal. La notion de qualité veut dire quelque chose dans cette entreprise. Ensuite, on nous parle de l'agilité dirigée par le fonctionnel, les spécifications exécutables, le quick language, le test-driven development. Ces mots-là ne vous parlent pas forcément, mais c'est des vrais buzzwords dans ce domaine-là, en fait. Ça veut vraiment dire des choses, c'est des vrais concepts qui nous disent que c'est plutôt bien parti. Ensuite, on nous dit, par votre expertise fonctionnelle, vous collaborez finement avec le product owner et les développeurs. Donc là, on nous dit, c'est un rôle technico-fonctionnel. Ça, c'est cool. Vos tests automatiques sont relus et vous relisez ceux des autres. Vous construisez la stratégie de test fonctionnel en accord avec le reste de l'équipe. La qualité, c'est pas juste la responsabilité du testeur, c'est un enjeu d'équipe. Ça aussi, c'est bon signe. Et enfin, d'autres mots-clés, voilà, pyramide des tests et utility tests, c'est pareil, ça parle à ceux qui sont dedans, c'est assez bon signe. Là, on a envie de se dire, ça, c'est pas mal du tout, ça, comme métier, ça.
Alors maintenant, je vais vous donner ma définition. Qu'est-ce que c'est qu'un testeur agile? Alors sur le sujet, je vais vous citer Agile Testing, More Agile Testing, qui sont un peu des livres de référence sur le sujet, par Lisa Crispin et Janet Grigori. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la définition que je vais vous donner du rôle de testeur agile, bon bah voilà, Lisa Crispin a dit publiquement sur Twitter que je ne sais pas des bêtises et que ça correspondait. Voilà. Un peu de là que je me sens assez à l'aise de vous présenter ça. Donc voilà, le testeur agile, qu'est-ce que c'est? Alors je vais commencer par un petit aparté, parce qu'en fait potentiellement, quand vous aurez vu toute la session, vous vous direz peut-être, mais il n'a pas grand-chose d'agile. Vous auriez quelque part raison, et c'est écrit tel quel dans ce fameux livre Agile Testing. Les auteurs le reconnaissent. Oui, c'est pas forcément agile, c'est peut-être moderne, c'est le comment on travaille aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas trouvé de meilleur nom que testeur agile. Donc appelons-le testeur agile, et je le fais pareil. Voilà, donc ne m'en voulez pas là-dessus. Donc du coup, ce rôle de testeur agile, qu'est-ce que c'est? Donc il y a plusieurs aspects. Un premier aspect très important, ça va être sur toute la dimension de travailler les specs, nous sortons de gros mots, les specs en amont, le backlog refinement, sous différents aspects. Il y a déjà simplement l'attitude, le mindset, la dynamique d'équipe qu'on va avoir pendant ces réunions-là. C'est souvent ce qu'on appelle du coup les trois amigos. Ça fait que quand on échange d'un besoin, il faut avoir toujours autour de la table la vision métier, la vision business, la vision technique et aussi la vision du test. D'où les trois amigos. Il y a aussi un sujet très important justement que ce testeur agile va mettre sur la table, c'est la testabilité. Concrètement, si on ne sait pas comment on va tester, on ne part pas en dev. On ne commence pas à développer un sujet qu'on ne sait pas comment on le testera. Ça doit être une rengaine et c'est récurrent. La testabilité doit être au cœur de comment on travaille. Et après, un dernier sujet qui est assez classique, qu'on retrouve chez tous les testeurs, en général, on les reconnaît pour ça. Pensez toujours un peu les cas tordus, les cas à la marge, avoir une vision globale, qu'est-ce qui est test pertinent, etc. Alors, un deuxième sujet, ça va être les cas de test automatisés. Et je dis bien ça, je ne dis pas l'automatisation des cas de test, mais bien les cas de test automatisés. Alors là, il y a le petit dessin voilà, d'un concombre, ou cornichon selon la vision. Donc c'est un des outils les plus utilisés dans ce milieu, ça s'appelle Cucumber. C'est avec le langage Gherkin, c'est le fameux Gibbon Wendell. Maintenant, ça devient assez connu, assez populaire. Et ben en fait, c'est pas si évident que ça. En fait, il suffit pas d'utiliser cet outil pour bien l'utiliser, pour bien utiliser cette approche-là. Il faut se rendre compte que quand on écrit ces cas de tests automatisés, la bonne formulation, c'est avant tout en termes métier, en termes business. Mais de deux, c'est des cas de tests automatisés. Donc ça tire forcément des ficelles techniques, parce qu'on va les exécuter. Et puis enfin, derrière, ce sont des tests. Donc on rajoute encore une couche avec les bonnes pratiques de test. Donc en fait, tout ça mélangé ensemble fait que bien écrire ces cas de tests automatisés, c'est une expertise à part entière. Et en plus de la rédaction, il y a le fait qu'il faut la maintenir ensuite. Ça aussi, c'est un effort continu qui demande du travail et du focus. Un autre sujet, c'est le test en continu. Alors déjà, via justement l'automatisation des tests, qu'on peut du coup lancer en permanence, mais c'est aussi simplement dans la dynamique qu'on a au quotidien, en fait, au sein de l'équipe. Le développeur a commencé à écrire le cœur d'un nouvel algorithme, il pourrait déjà le challenger. Allons à son poste et challengeons déjà ce qu'il a écrit. Un autre sujet, les tests exploratoires. Là, ça fait généralement partie des sujets sur lesquels on est assez à l'aise de se dire les testeurs, généralement, ont cette compétence-là sur l'exploration d'un produit et le reste de l'équipe ne l'a pas vraiment ou assez rarement. Sachant que ça peut prendre différentes formes, ça peut être évidemment des tests exploratoires manuels, ça peut être des tests exploratoires assistés par des outils automatiques, ou ça peut être explorer des logs. Ce qui nous amène au sujet suivant, parce qu'effectivement la dimension des logs, des monitoring, c'est aussi un sujet sur lequel le testeur agile apporte. On a un autre sujet, le pilotage de crowd testing. Donc le crowd testing, c'est il y a des sociétés qui proposent en fait vous leur donnez un plan de test et eux ils vont le décliner auprès d'un certain nombre de testeurs. Mais ça peut être aussi un groupe de bêta-testeurs, en fait, un groupe Facebook de bêta-testeurs de votre produit. Donc ça peut être un plan de test qu'on leur donne, ça peut être pour leur faire justement des tests exploratoires. Et en fait, on est assez content parce que ces personnes-là se rapprochent plus d'utilisateurs finaux, en fait. Donc ce travail-là, il se rapproche beaucoup du travail de test manager classique, sauf que concrètement, les personnes qui vont tester, on ne les connaît pas, ils sont à distance, on ne peut pas leur parler directement, ce n'est pas des testeurs professionnels, ils ne connaissent pas le métier. Donc, tout ça fait que c'est une expertise un peu particulière.
Et enfin, le dernier, peut-être le plus important, c'est que ce testeur agile, c'est un membre de l'équipe. Un membre de l'équipe à part entière. Je dis à part entière, ça veut dire aussi que c'est quoi les KPI pour juger qui fait un bon travail? Ben, c'est les mêmes que le reste de l'équipe, en fait. C'est pas, je sais pas, à tout hasard, le nombre de bugs qu'il trouve. Non, l'équipe est là pour faire bouger un KPI business. Ben, lui aussi, il est jugé dans laquelle mesure l'équipe fait bouger le KPI business. Alors, petit aparté, qui suis-je pour me présenter rapidement et dire que je suis légitime pour parler de ça. Donc, je suis Jean-Pierre Lambert. J'ai plusieurs casquettes dans la vie, Scrum Master, coach agile, consultant. Celle que je porte aujourd'hui, c'est plutôt, j'appelle ça facilitateur test. C'est en gros un peu coach technique sur toutes ces problématiques de qualité, stratégie de test, automatisation de test. À côté de ça, j'ai un blog, jp-lambert.me. J'anime une chaîne YouTube, Scrum Life. Vous pouvez aller sur scrumlife.tv. Voilà. Et globalement, les contenus qui sortent régulièrement, les gens ont l'air de dire que c'est plutôt bien ce que j'écris et ce qu'on raconte. Voilà. Donc c'est là que je tire ma légitimité. Voilà. Si vous ne connaissez pas Scrum Life, allez-y, c'est vraiment très très bien. Je vous engage à y aller. Je vous propose qu'on aille du coup dans le cœur du sujet. Une semaine dans ma peau de testeur agile. Vraiment, on va le faire en mode vie ma vie. Petite mise en garde, ce n'est pas un retour d'expérience, c'est vraiment une histoire mise en scène. Maintenant, chaque élément individuellement est totalement réaliste, voire tiré de situations réelles. Donc, voilà, donc, on peut totalement se projeter, même si en même temps, il ne faut pas le prendre tel quel à la lettre. Je vais aussi, je vais faire je vais vraiment me mettre dans le rôle, même si évidemment ce n'est pas ma semaine, ce n'est pas mon rôle. Et finalement, la meilleure description de ce qu'on va voir, c'est le soap opéra. Le soap opéra, c'est pareil, c'est une série où tout ce qui se passe est complètement réaliste, mais ce qui n'est pas réaliste, c'est que dans la même journée, on gagne au loto, on devient millionnaire, sa grand-mère vient de mourir, on apprend qu'on a le cancer, et puis encore 3 autres trucs. Voilà, c'était beaucoup pour une seule journée. Ben, c'est pareil, la semaine va être assez chargée, mais chaque élément est totalement réaliste. Il faut que je rajoute encore une dernière mise en garde, c'est que chaque contexte est différent. Un exemple, les mises en production. Là, cette équipe-là, elle met en production son entraînement à chaque fin de sprint. Il y a des équipes, on fait du déploiement en continu, etc. Donc, encore une fois, ne prenez pas ça en mode c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est un support pour échanger, pour se projeter. Donc voilà, bah ça du coup, c'est mon agenda de la semaine que nous allons faire ensemble, en tout cas selon Outlook. Qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit évidemment qu'il y a la réunion Scrum, donc cette équipe fait du Scrum. On voit aussi que du coup, il y a des réunions sur creuser le backlog, example mapping, refinement le lundi. Il y a aussi des réunions de communauté de pratique, parce qu'en fait, on n'est pas une seule équipe, on est une équipe parmi d'autres dans une entreprise plus grande. Et donc, il y a des communautés de pratique transverses. Donc, en tant que testeur agile de mon équipe, je participe à la communauté de pratique QA. Voilà. Puis, un dernier sujet, c'est de voir quand même mardi et vendredi, télétravail, et ça, c'est quand même cool le télétravail. Bon. Alors, donc, allons-y, nous sommes lundi, 9h, on va y aller. Moi, en fait, je vais commencer ma semaine par regarder les logs, justement. Voir ce qui s'est passé pendant le week-end, qu'est-ce qu'on peut en retirer, est-ce que tout va bien. Et en fait, je ne vous cache pas, en fait, c'est globalement ma routine du matin. Sûrement que j'étais manager, j'ouvrais Outlook et je regarderais mes mails. Moi, je regarde les logs. Voilà. Et en fait, non, finalement, non. Je me mets à peine à travailler que finalement, bonne nouvelle. Bon, ça me casse la routine, mais c'est pas grave. Et on reçoit les nouveaux devices. Donc, les nouveaux devices, les téléphones, les tablettes, etc. Parce que le nerf de la guerre, c'est aussi les devices de test. Donc on les reçoit, du coup je vais les déballer, je vais les étiqueter, je vais les inventorier, on va mettre à jour notre listing de devices disponibles. Voilà, on les a mutualisés, on a un coffre, on range les devices. Quelque chose d'assez classique, beaucoup d'équipes font ça. Donc voilà, c'est bien, comme ça ils sont prêts à l'usage. Après nous arrivons sur le premier débit de la semaine. Qu'est-ce qu'on voit Déjà, j'ai envie de vous raconter un peu à quoi ressemble notre board, parce qu'évidemment, le débit tourne beaucoup autour du board. Donc ça, par exemple, c'est un board de Scrum très classique. Dans Scrum, chaque ligne, c'est un élément de backlog. Et puis après, on a des tâches techniques. C'est les tâches techniques qu'on bouge. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que ces tâches techniques, ce ne sont pas que des tâches de développement, mais aussi des tâches de test. Et elles sont là. Sachant que là, on est quand même sur la fin de sprint. C'est-à-dire le sprint, il termine le jeudi. La revue à 10h, la rétro en début d'après-midi, et puis début de sprint juste après. Donc là, on est clairement sur la fin de sprint. Donc en fait, on arrive quand même au moment où globalement,
la notion de qui fait quoi s'efface un peu, en fait. Il faut juste terminer. Et clairement, les tâches de test, c'est pas que moi qui les prends. Il faut terminer la user story, on se débrouille pour qu'elle soit terminée. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit pendant ce daily? En fait, on se dit aussi, comme ça va être la fin de sprint et qu'on va mettre en production, on va se faire une petite session d'analyse de risque, justement, pour préparer la mise en production, qu'on va faire juste après le daily. Et puis, on va se faire aussi une session de pair testing en fin de journée, parce qu'en fait, justement, on a dit que tout le monde testait, mais ils ne sont pas toujours à l'aise, en fait, de tester. Donc, c'est une manière aussi de se passer comment on aborde les moyens de test, etc. Et puis, en fait, moi, j'ai aussi des petites subtilités techniques que j'ai envie de creuser, notamment autour des gestions de cache. Ça vous parle souvent un peu compliqué. Donc, on y va, voilà, on se fait du coup une petite session d'analyse de risque. Alors, à quoi ça ressemble? Concrètement, l'équipe se met autour du tableau. Voilà, sujet du jour, la mise en prod. Première question, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a touché? Qu'est-ce qu'on a changé au produit? Donc on les liste, voilà, c'est toutes les choses qu'on a fait. Deuxième étape, au vu de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé? Donc là, on arrive justement sur la notion d'analyse de risque. Voilà, on échange, voilà, ça, a priori, c'est bon, ça, il y a peut-être le risque qu'on casse ça, etc. Et du coup, troisième étape, maintenant qu'on a identifié ce qu'on risque d'avoir cassé, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ne les a effectivement pas cassés? Donc on va mettre en place un plan pour gérer ce risque. Voilà, donc ça fait le lien avec ce qu'on a vu. Donc on pense qu'on risque d'avoir cassé ça. Donc il faudrait probablement tester ça, valider ça, vérifier ça. Voilà, on en échange. Parfois il y a des questions. Est-ce qu'on mieux faire plutôt ci, plutôt ça, etc. On se met d'accord. Et puis on finalise. Voilà, il faut bien tester sur ces environnements, ces scénarios-là, sur ces devices-là, etc. Et puis après on va même le mettre au propre en fait. On se fait un petit doc, on récapitule tout ça. Et on retrouve les étapes, changelog, qu'est-ce qu'on a changé, analyse de risque, qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé, et après du coup qu'est-ce qu'on fait, donc ça peut être qu'est-ce que nous on va faire comme test, qu'est-ce que nos partenaires on leur demande de faire comme test, et aussi comment on met en production, potentiellement, est-ce qu'on fait une mise en prod pour tout le monde, est-ce qu'on le fait en plusieurs morceaux justement pour gérer le risque, comme ça on pourra déjà regarder ce que ça donne, etc. Après on arrive donc, il est 11h, on va se faire une session d'example mapping, pour creuser un sujet du backlog qui a l'air un peu velu pour nous le dire. Donc, un example mapping, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. En tout cas, ça c'est le résultat de l'atelier. Donc, on a 4 couleurs. En jaune, ça va être la user story sur laquelle on travaille. En bleu, on va avoir les règles de comportement, de fonctionnement de cette user story. Et en dessous de chaque règle, en vert, on va avoir des exemples qui illustrent concrètement qu'est-ce que c'est, qui désambiguent aussi la règle et les règles entre elles. Et en fait, ces exemples-là sont même finalement des tests qu'on pourrait automatiser directement. Il nous reste le rouge pour les questions ouvertes, les choses où on n'a pas la réponse tout de suite. Donc vous voyez que quand on a fini de faire ça, qu'on a un peu rempli la table, on se rend compte que en fait, oui, le sujet était complexe, on a raison de faire un exemple mapping qui a pas mal de subtilité l'air de rien. Et finalement, ce qui est quand même très important pendant ces ateliers-là, c'est évidemment toujours ce mindset, ces 3 amigos, la dimension métier généralement portée par le PO, la dimension technique généralement portée par le développeur et la dimension du test, après évidemment d'une équipe à l'autre, parfois il rajoute un 4e amigos, ça peut varier, mais vraiment c'est toujours cette idée d'intelligence collective en fait. On est là et on échange et il y a un peu du tac au tac qui se crée en n'oubliant rien et finalement très peu de temps on arrive à vraiment aller bien dans le détail et à faire le tour des choses. Bon, après pause déjeuner, on est en France, ça dure 2 heures. Après l'après-midi, 14h, le backlog refinement, comme toutes les semaines. Le genre de choses que je vais faire par rapport dans ce genre de réunion, par exemple, ça va être d'introduire ça. Ça s'appelle un heuristique de test. SFDPO, c'est un moyen mnémotechnique. S pour structure, F pour function, D pour data, P pour platform, O pour operation. C'est une manière de structurer, c'est un canevas de réflexion en fait. Ça rejoint la notion d'analyse de risque qu'on a fait ce matin, sauf que celle du matin, on était vraiment en mode, on a tout fini, on est dans le détail de qu'est-ce qu'il faut vraiment vérifier. Là, on est plutôt en amont. On est en train de creuser un besoin. Est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on a fait le tour des choses, etc. Et évidemment, ce qui est important, encore une fois, dans ces réunions-là aussi, c'est vraiment, encore une fois, ce mindset. On est là, on réfléchit ensemble, on se passe la connaissance, on se challenge les uns les autres, on a une vision globale du travail à faire. Donc, fin de journée, on arrive sur ce pair testing qu'on a programmé le matin. Donc, comme je l'ai dit, c'est un très bon moyen de s'autonomiser, de se passer la connaissance. Voilà, les développeurs ne sont pas forcément à l'aise, ils ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais
où est-ce que je trouve les choses, comment ça se passe, comment on fait, etc. Donc voilà, de le faire ensemble, ça débloque les choses. Et c'est à double sens. Moi-même aussi, je monte en compétence, justement, parce que aussi, il m'apporte un point de vue technique sur ce qu'on est en train de faire, comment on commence à implémenter. Voilà. Le cœur du sujet, comme l'analyse de risque, c'est qu'on ouvre le capot pour voir ce qui est dedans et faire des choses intelligentes. Pour comprendre ce qui se passe, évidemment, ça a beaucoup de valeur. On va passer en mardi, en télétravail. Donc classiquement, je commence tôt. Hein. Souvent, les gens qui sont en télétravail et qui aiment leur travail, généralement, ils commencent leur journée à la même heure, mais comme ils n'ont pas de transport, ils commencent à travailler plus tôt. C'est un classique. Comme d'hab, je vais regarder les logs. Tout se passe bien, sauf que en fait, non, tout se passe pas bien. Il y a des choses qui devraient marcher qui ne marchent pas. Et ce qui est un problème, bon, les développeurs arrivent sur Slack, on se synchronise, ils le corrigent, etc. Mais ça pose quand même des questions parce qu'en fait, on a un système d'alerting et qu'on aurait dû nous le dire en fait et qui ne nous l'a pas dit. Donc, du coup, il y a du coup, on va en parler pendant le délit. Forcément, je mets le sujet sur la table. C'est pour ça qu'on va se programmer une session en fin de journée sur mettre à jour le système d'alerting et aussi de passer la connaissance. Tout le monde n'est pas au courant. Et puis un autre sujet qui apparaît pendant ce délit, en fait, c'est qu'il y a certains développeurs qui essayent d'automatiser des tests et en fait, ils galèrent un peu. Et je me dis, c'est pas grave, on va faire du pair programming cette fois, et puis je vais t'aider à automatiser les tests. Donc comment ça se passe? Donc je ne suis pas développeur. Hein. Par contre, globalement, il faut être clair, hein, généralement les problèmes d'automatiser les tests, c'est toujours les dépendances qu'on tire et qu'il ne faudrait pas tirer et qui mettent tout en l'air. Donc c'est toujours un peu les mêmes sujets. Et puis donc, voilà, on arrive ensemble, on fait un binôme, on a chacun notre expertise et on arrive à aller au bout du problème. Même si je ne suis pas développeur, ça m'acquiert aussi une familiarité avec comment ça se passe. Donc c'est super, belle dynamique. Après, on arrive à 11h. Je n'en ai pas parlé, j'y vais un peu à reculons. C'était une action du sprint précédent, de la rétrospective précédente. En fait, le nouveau dans l'équipe, en fait, il ne comprend pas trop pourquoi je suis là, en fait. Il ne comprend pas trop pourquoi il y a un testeur si le testeur il ne teste pas, en gros. Donc c'est un petit peu de tension. Donc c'est pas, on se fait one-on-one. Et finalement, ça se passe bien. J'arrive à lui faire comprendre que, en fait, quand il ne teste pas son produit, et que 2-3 jours plus tard, quelqu'un d'autre le prend et voit que ça ne marche pas, lui, entre-temps, il est parti travailler sur autre chose, il s'est passé 3 jours, et en fait, il l'aurait lancé, il aurait vu que ça ne marchait pas. Donc c'est juste une perte de temps de tout le monde, et que, en fait, du coup, que moi, je n'ai pas à me préoccuper de ça, ça me permet de me concentrer sur d'autres choses qui ont plus de valeur, en fait. Des tests de plus haut niveau, de la stratégie, de l'exploratoire aussi. Du coup, c'est cool. Je me sentais pas très bien, mais finalement, ça se finit bien. C'est une belle histoire. Bon, après, du coup, pause déjeuner. Donc, comme je suis à la maison, c'est parfait. Je vais cuisiner un peu, c'est super. Et puis, j'ai regardé le dernier épisode de ma série préférée. À l'époque, c'était Game of Thrones. C'est fini. Et puis, donc, début d'après-midi, donc, on est quand même vraiment en fin de sprint. Hein. Demain, mercredi, on est en prod. Hein. C'est le bon moment pour faire un dernier tour de piste, explorer le produit. Est-ce que finalement la promesse de cet incrément de produit elle est tenue, etc., etc. Alors, il faut quand même que je fasse un petit topo dessus. Alors, sur le test exploratoire, un très bon livre d'Elisabeth Hendrickson, Explore It. Voilà. Peut-être une phrase à se rappeler, hein, les tests explo, c'est pas YOLO. Voilà. Les tests exploratoires, ça se cadre. Et un exemple de formalisme que propose Elisabeth Hendrickson dans son livre, c'est les tests charter. On explore une cible donnée avec un ensemble de moyens, de ressources, afin de découvrir une certaine sorte d'information. Par exemple, ce que ça donne, explorer les performances de reprise de lecture avec différents devices Android et iOS récents comme vieux, pour découvrir si l'expérience utilisateur est impactée négativement. Parce que par définition, un test exploratoire qui ne serait pas cadré, ce serait du coup du freestyle test et pas un test exploratoire, on peut y passer toute sa vie en fait dessus. Donc c'est très important de le cadrer. Qu'est-ce qu'on veut découvrir? Donc il y a une question en fait. Et est-ce que ça marche? Oui, non. Et qu'est-ce qu'on en apprend? Donc il y a vraiment un but à découvrir. On est limité sur les moyens qu'on met en œuvre et sur le périmètre qu'on va tester. Donc du coup en fait c'est une tâche, on pourrait même l'estimer et il n'y a pas de souci en fait. Donc après ça, on a le point qu'on a programmé le matin sur l'alerting. Donc déjà, il y a un petit point de mini-formation, parce que tout le monde n'était pas bien au clair sur ce que ça faisait, à quoi ça servait, comment ça marche, etc. Alors on comprend qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux entre les différents environnements, etc. Donc on met un peu les trucs à plat. Puis on se note une action pour plus tard qu'il faut bien qu'on surveille.
Et on arrive à 17h, du coup, en communauté de pratique avec nos amis de l'infra. C'est à 17h, parce que vous savez, les gens des ops sont toujours très occupés, c'est très compliqué de les avoir avant 17h. Donc voilà, bon, c'est un point régulier qu'on a, c'est un point de synchro. On remonte nos besoins en termes de moyens de test, de plateforme, on fait le suivi des actions en cours, etc. Et donc oui, c'est aussi un point régulier. Ça permet de créer du lien et faire que globalement ça se passe bien. Mercredi, du coup, je regarde les logs. Là, avec évidemment le focus qui est quand même, on va faire la mise en prod, on vérifie que tout est quand même bien. Et ce qui est cool, c'est que je suis plus tout seul. Parce que c'était aussi une frustration que j'avais, c'est qu'il y avait que moi qui me les tapais, et j'étais le seul à voir que l'alerting ne marchait pas. Et quelqu'un qui me rejoint, c'est quand même pas mal. Donc après, le daily, qui n'est pas vraiment un daily en fait. Parce que globalement, il n'y a qu'un seul sujet, hein, c'est la mise en prod. Donc en fait, il ne va pas vraiment y avoir de fin à ce daily, et puis il va très naturellement glisser sur la mise en prod. On commence déjà à planifier qu'on aura fini cette mise en prod, on se fera une petite séance de sanity, vérifier que tout est bon. Donc voilà, donc on s'y met, et puis et qui est un moment assez particulier en fait, toujours presque un peu magique. Il y a toute l'équipe qui se retrouve presque autour d'un seul poste à avoir, ok, on fait les derniers ajustements, on lance, etc. Voilà, toujours un moment un peu magique. Donc après le sanity, bon, entre-temps, on a quand même préparé, on s'est fait un petit mini-moment de test, on a sorti des devices, des chargeurs, etc. pour avoir tout sous la main. Et puis en fait, non, il y a des problèmes. Donc ça tombe bien qu'on se soit pris le matin. Donc l'après-midi, on commence déjà à planifier, on va avoir quelques petits ajustements. Rien de dramatique non plus, hein, mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Donc des ajustements, des petits hotfix. Là, pour une fois, on va déjeuner vite, hein, on a envie d'aller au bout. Donc l'après-midi, voilà, donc dernière ligne droite, on corrige les derniers trucs, on vérifie les indicateurs, les tests passent, les logs en prod semblent bons. C'est cool, voilà. À la fin de la journée, on décompresse. Voilà, vous imaginez l'impression qui retombe. On rentre pas chez nous, voilà. On reste dans l'open space, on profite. Et on arrive à jeudi. Donc là, on va se dépêcher, on va préparer la revue d'itération. Moi, je vérifie une dernière fois que tout va bien, etc. Effectivement, à 9h, généralement les devs n'arrivent pas aussi tôt. Hein. Là, à 9h, il y a déjà toute l'équipe qui est là, qui est sur le pont, vérifie que tout est bon. On a bien réservé la salle, le wifi marche, on a les croissants. Hein. En France, réunion à 10h, croissants. Tout est bon, etc. Et puis, effectivement, on arrive sur la review, qui se passe plutôt bien, en fait. Ce qui est plutôt logique, hein. Le sprint est une réussite. On a atteint l'objectif d'itération, on a réussi à le mettre en prod, donc carton plein quelque part. On échange beaucoup, voilà, moi je partage mes interrogations, voire inquiétudes, sur le fait que tout ce qui est l'analyse, le suivi des logs, j'ai l'impression d'être le seul impliqué dessus, même si je note quand même un début d'implication d'un collègue. Voilà, je partage aussi hein, le suivi qu'on fait avec l'équipe infra, c'est aussi, voilà, on raconte, on en est là, il se passe ça, etc. Je remercie aussi pour les nouveaux devices, hein, voilà, c'est l'occasion d'en demander d'autres, parce que bon, finalement, il nous en faut toujours plus. Voilà, c'est aussi ce moment-là, on est avec les stakeholders, on demande du budget. Après, on a un rituel, hein, c'est qu'on va se faire le petit déj d'équipe. Bon, pas grand-chose à dire dessus, à part que c'était évidemment un très bon moment. Et puis à 14h, donc on revient pour une rétrospective, 1h30, temps réglementaire pour une rétro d'un sprint de 2 semaines. Évidemment, les sujets que je pose sur la table, les logs et l'alerting. Et ce qui se passe, c'est top, c'est que c'est pas mon problème en fait. On y réfléchit tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas juste mon problème. Et en fait, ça marche dans l'autre sens aussi. Quand les développeurs soulèvent des questions techniques de développement, je participe aussi aux questions. Une belle dynamique. Donc voilà les actions qu'on en ressort. Voilà, donc effectivement, il faut que dans le definition of done, on mette bien, et on a vérifié que l'alerting marche bien, qu'on l'a mis à jour, etc. On crée un rôle tournant de personne qui va devoir vérifier les logs. Alors, ce que c'est, les logs en anglais, ça veut dire mandat. C'est pour ça, c'est le rôle de bûcheron. Et donc voilà, rôle tournant. Donc le but n'est pas de m'enlever ce travail, hein. C'est au contraire que je puisse me concentrer sur l'exploration des logs, et pas juste vérifier que le système d'alerting marche et que la plateforme elle marche comme elle devrait marcher. Et voilà, et ce qui est vraiment cool, quoi, c'est que c'est pas moi qui les porte ces actions. C'est des développeurs en fait qui les prennent et qui les mettent en œuvre. Ça c'est super. Donc on arrive fin de journée avec du coup le sprint planning. Donc tout, voilà, c'est la réunion, c'est la journée réunion. Hein. C'est un choix de l'équipe. C'est une grosse journée.
mais on est très content d'avoir nos journées de télétravail. Donc là, moins 5, on a 7 journées, on fait nos réunions quand on est ensemble, physiquement ensemble. Donc c'est cool. Bon, sprint planning, que dire? Donc, moi, je participe énormément pendant cette réunion-là. On définit des tâches techniques, y compris des tâches techniques de test, hein, évidemment. Mais je participe aussi au découpage technique d'autres choses. En tout cas, j'essaye. On voit que finalement, on file de l'eau à force de travailler ensemble. Je ne dis pas des bêtises, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est vraiment un travail collectif. Et puis d'ailleurs, même dans les tâches de test, et même des tests charter, hein, des tâches de test exploratoires qui apparaissent, parfois il y a des sujets où justement on a envie de valider un truc où on n'est pas sûr. Et puis après, on a un autre rituel, on va prendre des bières. On profite du dernier moment ensemble avant le vendredi en télétravail, qui est quand même un très bon moyen d'annoncer le week-end, hein, en télétravail. Donc pareil, je regarde les logs le matin, pas grand-chose à en dire. Et ensuite, du coup, c'est le bon moment en fait pour me pencher sur justement la rédaction des cas tests automatisés. Donc j'ai dit avec ce langage de Gherkin en Given Wenzel. Il y a tout qui est réuni, début de sprint, on sait où on va, faut commencer par ça, je suis à la maison, donc je peux me concentrer, etc. Et donc voilà, donc du coup je travaille dessus, et ce que je remarque, c'est que il y a des sujets un peu différents en fait, un peu différents d'habitude, et donc les guidelines de rédaction des cas de test auto, ça coince un peu, bon, ça me fait réfléchir, on en parlera le soir justement en communauté de pratique. Bon, après le daily, pas grand chose à dire, hein, c'est le première itération. Voilà, moi je travaille sur la rédaction de ces cas tests, que chacun s'organise, etc. Et puis après, je retourne, je finis, fin de matinée, j'ai rédigé tous les cas tests que je voulais écrire, je commit, je push, je mets à jour les différents outils pour bien dire, effectivement, est-ce qu'un développeur peut regarder, faire la review, etc. Et voilà. Et après, du coup, déjeuner. Oui, il fait beau dehors, donc c'est pareil, je vais déjeuner sur la terrasse, ça fait toujours plaisir. C'est cool, le télétravail, je sais pas si j'ai déjà dit. Et puis, je finis même d'ailleurs ma pause en faisant un peu de jardinage. C'est tranquille. Et on arrive du coup l'après-midi, le moment avec les copains de la communauté de pratique QA. On a 3 sujets qu'on va aborder. On va faire une petite rétrospective sur comment fonctionne cette communauté de pratique. Il y a un sujet un peu qui touche à l'éthique autour des moyens de test, autour des données en prod. Je vous donnerai plus de détails. Et puis un sujet sur du coup les revues de comment on écrit nos cas de fil. Donc la conclusion de la rétrospective, c'est quoi? C'est qu'on ne s'entraide pas assez. Globalement, dans mon équipe ça va, mais c'est pas le cas de toutes les équipes. Donc on se donne l'action, on va se prendre 1 heure par semaine, où on va échanger, on va peut-être se coacher les uns les autres, entre guillemets, on va surtout partager, et on va se faire aussi des présentations, justement pour expliquer, voilà, moi dans mon équipe ça marche comme ça, il y a ça qui marche bien, ça qui marche moins bien, c'est pas forcément transposable directement, mais ça donne des idées, ça génère des notions. Donc sur le sujet d'éthique, juste pour vous donner un peu de contexte, il y a des développeurs qui sont passés des comptes de test entre eux, c'est pas bien, chacun doit utiliser son propre compte de test, hein. Donc, il y a une forme de traçabilité quand on fait n'importe quoi. Bon, si c'était que ça, c'était pas si grave. Et aussi, ils ont commencé à rentrer en conversation avec des utilisateurs. On imagine que j'avais un test important à mener, sauf que derrière l'utilisateur, il se retrouve avec plus personne qui lui parle. Donc, en fait, il parle d'un faux profil. Les faux profils, c'est partie des choses qu'on veut combattre, en fait, sur le produit. Dans le même ordre d'idée, on génère des profils pour voir qu'ils remontent bien dans la recherche. Et après, on les efface pas. C'est pareil, les vrais utilisateurs, ils voient, je fais une recherche, il y a des faux profils qui remontent. Donc voilà, donc il y a un vrai problème. Bon, globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y a pas de souci, hein, c'est du classique en plus comme QA, on a pas mal de background de testing. On voit très bien comment il faudrait faire les choses. Par contre, il y a beaucoup d'échanges sur oui, mais quelle forme on lui donne pour que ça soit porté et que les gens se l'approprient et le suivent effectivement et le respectent. Voilà. Et dernier sujet, du coup, sur la revue de code de Gherkin, parce qu'en soi ça ressemble littéralement à une revue de code, hein. On affiche le code Gherkin qu'on a écrit chacun, on le challenge ensemble. Comme je le disais, du coup j'introduis un peu sur regardez, là aujourd'hui je travaille sur un sujet un peu différent, là on pense un peu, qu'est-ce que vous en dites? On échange, etc. Puis on fait évoluer nos guidelines, on définit notre manière de faire. Voilà, je vois qu'il me reste un peu de temps dans la foulée, je les mets à jour. Je vois aussi que personne n'a fait la review déjà de ce que j'ai fait ce matin, donc c'est parfait. Je les prends, je les mets à jour, je les repousse, je renotifie. Et voilà. Je vous souhaite bon week-end. Alors la question c'est,
tous ces éléments de cette semaine, en quoi ils ont un lien avec ce métier en fait de testeur agile. Pourquoi je fais ça aussi? Une compétence clé classique sur laquelle justement on est content d'avoir ce testeur et qui n'a pas le reste de l'équipe, c'est justement toute cette dimension analyse de risque. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui touchent à ça, qui touchent cette notion d'analyse de risque. Une autre expertise qu'en général apporte ce testeur et qui n'a pas le reste de l'équipe, c'est sur la dimension de l'exploration. Une autre compétence ou attitude, c'est sur le rôle d'avoir cette attitude technico-fonctionnelle, de faire le pont entre les deux. Ça, c'est un autre atout qu'il apporte à l'équipe. Et puis le dernier, ça va être justement de faciliter la qualité, les moyens de test au niveau de toute l'organisation. Pas juste une équipe dans un coin. Et là-dedans, j'inclus l'aspect Gherkin. En fait, pourquoi justement on veut écrire tout ça? Parce que je pense qu'on n'était qu'une équipe dans notre coin, finalement on s'en sortirait peut-être avec la connaissance orale. Maintenant, il y a une dimension d'organisation plus large. Et alors, on arrive à la fin, donc il faut que je vous conclue, il faut que je vous convainque quand même qu'il vous faut un testeur agile, mais sans vous le vendre forcément. C'est-à-dire que si aujourd'hui sur votre projet, la qualité, c'est pas tout à fait ça, c'est que finalement votre premier problème, c'est déjà qu'il y a des problèmes de qualité, je sens que c'est peut-être pas un testeur agile qu'il vous faut en fait. Parce que on parle d'analyse de risque, effectivement, on peut pousser très loin l'excellence avec l'analyse de risque, mais ça ne remplacera pas le fait qu'à un moment donné, il faut une véritable excellence, une véritable ingénierie logicielle. Il faut bien faire le travail à la base tout court. On en revient sur le fameux software craftsmanship. La qualité doit être inclue dans le produit, pas vérifiée après. Une autre manière de le voir, c'est que si le but, c'est on rajoute cette personne pour faire le travail des développeurs, parce que concrètement, quand c'est lancé, le code du développeur va rendre le comité sur Git, c'est son travail, quoi. Il y a des moments où on en est à ce niveau-là, quoi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, faire ça, c'est contre-productif. Lui, il a son feedback beaucoup plus tard, ça empêche les autres qui prennent le travail pour autre chose, c'est juste débile, c'est contre-productif. Par contre, à l'inverse, parce que je vais plutôt expliquer que vous n'en fallait pas, si justement la qualité, c'est plus vraiment votre sujet, évidemment, un jour des problèmes ou des difficultés de qualité, mais non, en fait, votre véritable enjeu, il est plutôt sur est-ce qu'on construit le bon produit, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on génère du business. Là, justement, ce testeur agile vous permettra d'aller beaucoup plus loin, en fait, dans cette construction de produit et dans cette excellence, et pas uniquement pour ses compétences, pas uniquement parce qu'il sait faire de l'exploration et de l'analyse de risque, justement parce qu'il va aider l'équipe à se concentrer en permanence sur ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est les utilisateurs et c'est le business, quoi. C'est ça qui compte. Et une manière un peu peut-être de résumer ça, ça serait ce dessin, c'est que quelque part l'ancien testeur, le testeur waterfall, voilà, on fait un projet, bien ou mal, et à la fin il est là pour éviter qu'on aille dans le mur. Voilà, il vérifie, il évite juste la catastrophe. Alors que là, le rôle que je vous décris de testeur agile, c'est déjà, on construit un produit qui n'est pas si mal, parce que déjà, on construit bien, on a une excellence technique, on intègre l'utilisateur au cœur, etc. Et en fait, ce testeur agile, il va agir comme un catalyseur pour aller encore beaucoup plus loin, et que ce bon produit, ça ferait un produit vraiment génial, en fait, qui génère vraiment beaucoup de business. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, il va falloir qu'on parle d'argent. C'est quoi des schémas assez classiques qui se passent, une entreprise gagne de l'argent. Du coup, elle va faire grossir ses équipes ou elle va engager d'autres équipes pour construire d'autres produits ou pour faire évoluer le produit, qui va nous faire donc gagner plus d'argent. Tout ça, c'est quand même une condition, c'est qu'il faut travailler sur les bonnes choses. Si on construit de mauvais produits, c'est juste de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Et donc, de ce point de vue-là, justement, le testeur agile, en permanence, il va apporter le focus sur la prod, les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment utilisé? Qu'est-ce qui fait pour de vrai ce produit, en fait? Et aussi apporter justement ce pont entre le business et la tech. C'est ça quand même la clé le produit répond vraiment à ses promesses, c'est justement de faire le pont entre les deux. Le dernier sujet, c'est pour être de se dire, très bien, donc l'entreprise grandit, elle grossit, du coup pour faire plus d'argent, mais ça s'appelle c'est le passage à l'échelle, quoi. Mais il faut le réussir ce passage à l'échelle, et c'est pas si simple. Et donc là, on arrive sur le fait que le testeur agile, il a un rôle très important, il apporte beaucoup justement dans cette réussite de passage à l'échelle. Parce qu'en fait, globalement, les développeurs, à la limite, ils travaillent mal, on passe à l'échelle, on va le payer dans 6 mois. Alors
que si les testeurs ne travaillent pas entre eux, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir à la première release, en fait. On a des problèmes d'intégration. Donc, ce problématique-là, cet angle de le focus du test est vraiment essentiel dans le passage à l'échelle. Voilà. Je vous propose de conclure en revoyant les deux slides peut-être les plus importantes. Hein. C'est quoi du coup le testeur agile? Donc on en revient vraiment à une intervention très très forte pendant le backlog refinement. En amont, l'essentiel du travail, il ne se passe pas à la fin quand tout est joué, il se passe au début quand on n'a encore rien fait. Et j'en reviens toujours sur la testabilité. On ne part pas en dev si on ne sait pas tester, quoi. La rédaction des cas tests optimisés, la rédaction et leur maintenance, c'est une expertise à part entière. Le test en continu, main dans la main avec le reste de l'équipe, l'exploration, les logs, le pilotage de protesting, et enfin, surtout, je le redis encore une fois, c'est un membre de l'équipe à part entière. On est vraiment à changer cette posture de « je suis là pour éviter une catastrophe » à « non, je suis un catalyseur pour que ce qu'on fait, qui est déjà pas mal, devienne juste incroyable ». Je vous remercie et on a un peu de temps pour des questions.